Retour sur le plateau de Direct Gestion. Mes invités ce matin, Marc Riez de Vega AM et Daniel Gérino de Carlton Sélection. On a parlé macroéconomie, peut-être en phase de désalignement des planètes, en tout cas selon Daniel Gérino. On va voir quel est l'effet justement de ce nouveau paradigme maintenant sur les actions, quelles sont les convictions des gérants. Marc Riez, vous avez un biais plutôt défensif. En tout cas, vous avez choisi certains secteurs qui vous paraissent à potentiel. Parlez-nous-en un petit peu plus. Alors nous, effectivement, vous le savez, on a une gestion très croissance défensive. Et effectivement, pour le coup, il y a quand même un certain nombre de secteurs qui présentent des caractéristiques fondamentales, intéressantes pour ce genre de gestion. Alors en particulier, vous avez évidemment toutes les valeurs, parce que quand on parle de croissance, on voit bien que ce n'est pas en zone euro qu'il y a beaucoup de croissance. Donc il y a un parallèle entre le fait d'avoir une croissance organique significative et le fait d'être pour des valeurs européennes très présentes sur les marchés internationaux, sur l'Amérique, sur l'Asie, etc. Donc le genre archétypique de valeurs que l'on peut avoir en portefeuille, c'est par exemple du Essilor, une entreprise qui est sur un secteur qui a encore un potentiel de croissance extrêmement important. Alors il est classé dans le secteur de la santé sur le tableau, même si ce n'est pas une valeur pharmaceutique à proprement parler. Et là, on est sur des marchés mondiaux avec encore des perspectives de croissance extrêmement importantes, des métiers où, en plus de la croissance, il y a des marges qui sont très significatives. Vous le voyez quand vous allez acheter votre paire de lunettes. Vous avez bien compris on que sera ça tous coûtait porteurs pas, de lunettes. voilà. Fine, hein. Et puis, il y a les secteurs de la consommation aussi qui vous intéressent. Voilà, alors les secteurs également de la consommation, donc là c'est pareil, des valeurs comme Nestlé, des valeurs comme Anheuser-Busch, donc des grands brasseurs qui ont un parcours boursier remarquable ces dernières années. Là, c'est un secteur aussi où, finalement, avec le développement de classes moyennes au niveau mondial, les besoins de nutrition se sont développés et on voit bien que les marques occidentales apportent là, dans des pays comme la Chine, une sécurité alimentaire, une réputation qui les sert énormément. Des Nestlé, des Danone profitent énormément de la croissance mondiale. Et c'est le cas évidemment également des Pernod Ricard, de toutes ces valeurs autour des boissons. Et puis alors aussi, on a cité des secteurs comme l'automobile ou le luxe, et là c'est pareil, ce sont des valeurs sur lesquelles finalement l'Occident a des produits haut de gamme, des produits symboliques avec des marques fortes, vend un peu du rêve, et là on voit bien que ça, c'est quelque chose qui a une vraie valeur pour toutes ces classes moyennes émergentes dans le monde entier. Type L'Oréal, alors, par exemple, effectivement, on aime beaucoup L'Oréal. On a été très présent sur Hermès également, qu'on a renforcé encore lorsque Bernard Arnault a signé un accord avec la famille Hermès. Donc ça, ce sont des valeurs effectivement qui sont des valeurs très solides, très bien positionnées au niveau mondial. Dans les autres valeurs industrielles, les avionneurs, donc les Airbus, leurs motoristes comme Safran. Safran est une de nos plus grosses lignes en portefeuille. Alors évidemment, non seulement on bénéficie du développement du trafic aérien, mais en plus, là, on est sur des valeurs qui sont très exposées au dollar. Donc on a énormément bénéficié du rebond du dollar sur des valeurs comme ça. Donc ça reste des valeurs voilà, avec une très belle clientèle, de très belles marques, des brevets. Et donc, quelle que soit la conjoncture des marchés, même si on avait un tassement après ce qu'on a connu ces 2 mois de rallye, 2 mois et demi, ça vous semble avoir une visibilité de toute façon pour les garder, les conserver en portefeuille. Les conserver, et puis nous, au contraire, si sur ces valeurs-là, il y a des corrections, c'est arrivé par exemple sur Essilor début 2014, et bien justement, ça nous donne envie de profiter de ces corrections pour se renforcer sur des belles valeurs. Ça veut dire que vous avez quelques liquidités, des liquidités. Daniel Gérino, vous en avez fait, vous avez vendu les poches actions en accord tout à fait avec ce que vous nous racontiez, c'est-à-dire ce scénario peut-être de désalignement des planètes. Tout à fait, on a sorti il y a un peu moins de 8 jours l'intégralité de nos poches actions pour se positionner sur des taux d'intérêt avec un portage certes faible, mais nous pensons que le marché devrait corriger. Alors ce n'est pas qu'on soit négatif sur le marché des actions, je suis assez d'accord avec ce que disait Marc,
Néanmoins, on pense que là, la correction est nécessaire pour redonner un petit peu de respiration au marché. Et là, on se repositionnera sur des valeurs. Alors nous, on est très confiants dans le secteur de la consommation, notamment les sociétés qui sont plutôt sur l'international, et notamment des zones comme la Chine, l'Inde, les États-Unis. Il y a un changement de mode de consommation. Tout ce qui est secteur agroalimentaire, on y croit beaucoup. Le secteur de la santé. Il faut savoir que la population âgée va s'accroître mathématiquement et statistiquement. Donc ce sont des secteurs porteurs. On est peut-être un petit peu moins enclin sur la partie luxe, parce que le monde ralentit quand même. C'était essentiellement porté par les marchés émergents, notamment la Russie, qui était un gros pourvoyeur d'activité. Là, on sent quand même que les choses ne vont pas très très bien dans ces zones-là. Le monde ralentit, mais il y a plus de millionnaires et les millionnaires sont de plus en plus riches. Oui, mais je pense que la classe moyenne est une classe qui est visée aussi par ces sociétés de luxe, parce qu'on voit que chacun désire avoir un petit objet Dior, un petit objet Hermès. Ça fait partie quand même d'une part importante de leur chiffre d'affaires. Et cette part-là, à mon avis, est plutôt, pour l'instant, un peu stérilisée, parce que si elle se développe pas au rythme de ce qu'elle se développait par le passé. Il faut savoir que le monde tournait à plus de 5% de croissance. On va être un petit 3-4, ce qui est pas mal, mais on est quand même avec des freins. En Chine, on voit que l'activité n'est plus aussi forte que par le passé. Les derniers chiffres PMI indiquaient un taux implicite de croissance de 6%, 6,25%. Donc vous voyez qu'on est passé de 8 à 6 à 7 et maintenant on parle de quelques années. Donc il peut y avoir, c'est plus un effet timing. On reste positif sur le marché des actions parce qu'on pense qu'on a de très très belles sociétés. On a cette chance, c'est d'avoir des leaders un peu partout. Mais néanmoins, il faut être extrêmement sélectif sur les secteurs. En tout cas, les secteurs de la télécom, on n'est pas présent. Des utilities avec les États endettés, c'est même pas la peine. On est un petit peu plus favorable au secteur bancaire qui, je pense, a fait un gros effort en Europe. Le travail a été très 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 bien fait. Alors certes, les taux sont plus bas, donc les marges sont plus basses, mais le crédit, comme le disait justement Marc, commence à repointer un petit peu son nez. Donc on se dit que tout ceci va donner davantage d'activité au secteur bancaire qui est en train de se... du quantitative easing. Du quantitative easing, et puis, je dirais, elles reprennent la main sur la gestion d'actifs, qui était un petit peu délaissée par le passé. Oui. Les banques, c'est un secteur que vous n'avez pas cité, est-ce que vous y allez ou à pas compter? Ça ne fait pas partie traditionnellement de nos secteurs préférés, dans la mesure où ça ne fait pas partie des secteurs qui ont, si vous voulez, des rentes de situation un petit peu établies, comme peuvent l'avoir des Air Liquide ou des Airbus ou des valeurs comme ça. C'est un secteur qui est beaucoup plus concurrentiel, qui utilise beaucoup l'effet de levier, donc qui par nature est plus cyclique du fait de l'effet de levier qu'elle utilise. Donc ça n'est pas ce qu'on met en priorité dans nos portefeuilles. Néanmoins, là, effectivement, récemment, on est revenu sur des trackers banques sur la zone euro. Pour jouer justement l'amélioration de la situation, en particulier des banques du sud de l'Europe, qui vont bénéficier du quantitative easing. Je citerai sa maison mère, Natixis. Quand on voit le parcours de Natixis, c'est remarquable. Oui, je tempère quand même, pour ceux qui ont fait l'introduction il y a quelques années. On est loin des cours autour des 20 euros. Il y a encore du chemin. Je pense aux petits porteurs. C'était malheureusement un timing un peu compliqué. C'était juste avant crise, l'introduction de 2007. Depuis 3-4 ans. Mais depuis 3-4 ans, on a une multiplication par 5 ou 6 du cours de l'action. On est au-dessus de 6, effectivement. Donc c'est pas mal. 6,70 avec des dividendes qui ont été jusqu'à 0,65. Par 8 ans. C'est très très bon. Ça permet de rappeler, messieurs, une règle importante, c'est l'investissement progressif. Il vaut mieux le faire régulièrement qu'en bloc, parce qu'en bloc, on peut avoir un mauvais timing. Du Natixis, si on a acheté à 20 et puis à 1 euro, il y a peut-être une moyenne qui est en train d'être faite. Il y a un secteur qui est commun dans vos convictions, messieurs, c'est le secteur de la consommation. Il y a un macro deal sur l'agroalimentaire qui vient d'être fait. Qui sont derrière, c'est intéressant. Un pays émergent, un fonds brésilien, et puis l'incontournable Warren Buffett qui organise le mariage entre Heinz et Kraft. Est-ce que ce sont des valeurs qui vous intéressent? Est-ce que vous surveillez ce genre de deal? Est-ce que vous allez investir dans Heinz Kraft, le nouveau géant alimentaire? Alors nous, on est une petite société de gestion, on est une trentaine de gérants, donc on est obligé de faire des choix, et dans ces choix, en fait, on a de spécialistes sur les valeurs en direct que sur l'Europe. Tout ce qui est hors Europe, on le traite via une équipe de sélection de fonds externes en architecture ouverte, pour le coup, on est un peu des concurrents de Daniel, de modestes concurrents de Daniel dans ce domaine, mais donc on a une équipe de sélection, et pour ce qui est donc des valeurs américaines, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on sélectionne effectivement des fonds qui jouent plutôt
ces secteurs qui plaisent à Warren Buffett, évidemment, les Coca-Cola, les Amex, les Heinz, les Kraft, etc. Donc on en a via des fonds d'action américaines, mais on ne rentrera pas spécifiquement sur une valeur en particulier. Même question, Même Daniel. réponse. On est exactement dans la même situation. On ne rentre Donc pas en vous direct. déléguez Oui, la parce que là, il gestion faut du marché. clairement être Il sur faut place. vraiment beaucoup de proximité pour pouvoir vraiment faire du stock picking. Les gens qui me disent qu'ils sont capables de faire du stock picking sur des Sur la valeurs Chine. chinoises, indonésiennes, etc., je me gausse quand même, parce que c'est quand même... enfin, il faut vraiment très très bien connaître les boîtes, les comptes, la culture, etc. Alors il y a des modèles de sociétés de gestion qui délèguent à des gérants sur place Voilà. la gestion avec un contrôle très strict des positions. Il faut avoir des locaux pour pouvoir déjà Exactement. comprendre la langue, comprendre les habitudes, les us et coutumes, Ah ouais. déchiffrer les comptabilités qui ne sont pas toujours aussi transparentes que les nôtres. Voilà. Donc d'Europe ou de France, ça me semble difficile. Ah, Très Il faut bien. savoir limiter ses compétences à ce que l'on sait faire. Donc marché européen, les faire bien, actions françaises, il y a vraiment c'est déjà des réservoirs déjà de compliqué. croissance, Ouais, donc ouais. autant bien les sélectionner. Dernière question, il nous reste 2 minutes, messieurs. Bon, on voit qu'aujourd'hui, on a un tassement, moins de 2% là, sur 2 jours. Est-ce que ça va continuer? Bon, évidemment, on ne sait pas. Vous n'avez pas la boule de cristal. En revanche, quelle va être votre stratégie après ce début d'année quasi historique, hein, plus 20% en 2 mois? Quelle est votre stratégie maintenant sur les actions pour la suite de l'année? Alors nous, on n'a pas, comme Daniel, vendu toute notre part action, parce que bon, ça c'est un peu compliqué, je pense, de tout vendre, de tout racheter, etc., avec brutalité, mais on a par contre allégé un petit peu notre part d'action américaine. Alors pourquoi? Pour rebondir sur ce que disait Daniel, parce qu'on sent bien que les moteurs de l'économie américaine qui étaient tous allumés au second semestre 2014 ne le sont plus tous aujourd'hui. Et puis en plus, le dollar a pris 20% en quelques mois. Donc pour nous, investisseurs européens qui n'étions pas couverts, c'était intéressant, si vous voulez, d'alléger un peu cette part d'action américaine. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on attend justement cette fameuse correction, dont on ne pense pas qu'elle sera gigantesque, enfin une petite respiration, comme le disait Daniel, pour revenir justement sur des Sur vos dossiers dossiers de préférés. valeur européenne. Et là, ça m'est très difficile de vous dire qu'est-ce qu'on va racheter, parce qu'on va voir déjà qu'est-ce qui va baisser. Et évidemment, on rachètera parmi les valeurs qu'on aime bien des dossiers qui nous intéressent. Là, récemment, dans les dossiers qu'on regarde, de l'Imperial Tobacco, du Shire, voilà, divers dossiers, du Fiat Chrysler, même si ça a déjà beaucoup monté, donc si ça corrigeait, des choses comme ça qui nous paraissent intéressantes. Et puis si on a la chance que de belles valeurs de fonds de portefeuille viennent à corriger un peu, ben, on sera ravis. J'ai vu par exemple hier une forte correction sur ASML, par exemple, qui a perdu 5%, qui est une très très belle valeur, qui est en situation de quasi-monopole dans son métier de fabricant de machines de cartes à puce. Eh bien, écoutez, Marc Reyes, vous reviendrez nous en parler, ainsi que Daniel Gerino. Je rappelle, messieurs, Daniel Gerino, vous êtes le président et directeur de la gestion de Carlton Sélection. Marc Reyes, le directeur général de Vega AM. Merci, messieurs, pour cet éclairage sur les marchés. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve demain, 9h20, 10h, même plateau, même heure. À demain.